Regardez, regardez ce que Sméagol a trouvé. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré aux forces et aux champs de force. Pour introduire cette vidéo, observons les deux situations suivantes. À gauche, vous avez une personne qui réalise un très beau plongeon, et à droite, vous avez le mouvement de la Lune autour de la Terre. La question que nous allons nous poser, c'est la suivante. Quel est le point commun entre ces deux situations? Pour répondre à cette question, nous allons d'abord décrire les trois interactions fondamentales recensées par les physiciens. Ensuite, nous nous intéresserons plus particulièrement aux interactions gravitationnelles et électrostatiques. Et enfin, nous aborderons la notion relativement abstraite de champ que nous appliquerons aux champs gravitationnels et électrostatiques. Qu'est-ce qu'une force? En physique, une force va modéliser une action mécanique exercée sur un objet. Le souci avec une force, c'est qu'on ne peut pas la visualiser. Donc ce que l'on va voir, c'est les conséquences de la force. Donc justement, quelles sont les conséquences d'une force sur un objet? Première conséquence, c'est que l'objet va voir sa vitesse augmenter. Exemple, si je laisse tomber une balle de tennis, au fur et à mesure qu'elle chute, sa vitesse augmente. Pourquoi? Parce que la Terre exerce une force sur cette balle de tennis. Deuxième conséquence possible, c'est la modification de la forme de l'objet. En effet, lorsque la balle de tennis va toucher le sol va exercer une force sur celle-ci et donc, conséquence, la balle va être déformée. Les scientifiques ont classé les forces ou interactions en trois grandes catégories. On va distinguer les interactions nucléaires, électromagnétiques et gravitationnelles. À quelle échelle l'interaction nucléaire intervient-elle? En fait, elle intervient à très courte portée, c'est-à-dire uniquement au niveau du noyau présent dans chaque atome. La question qu'on va se poser maintenant, c'est que se passerait-il sans l'interaction nucléaire? Alors, les noyaux sont composés de deux types de particules. On va considérer que les sphères bleues, là, sont les neutrons qui n'ont pas de charge électrique, et les sphères rouges, les protons, eux, qui sont chargés positivement. Et on sait que deux particules qui ont la même charge, donc c'est le cas des protons, vont se repousser. A priori, les protons devraient se repousser, et tous les noyaux seraient instables. Donc l'interaction nucléaire, c'est une force attractive qui va s'exercer sur tous les nucléons, quelle que soit leur charge, donc protons, neutrons, vont être attirés, et c'est ça qui va maintenir le noyau stable. Lorsqu'une réaction nucléaire a lieu, en fait, cette interaction-là est modifiée, puisque une réaction nucléaire va consister par exemple à casser un gros noyau en deux, ou à fusionner des petits noyaux, ou lors des désintégrations, à émettre des morceaux du noyau. À quelle échelle l'interaction électromagnétique intervient-elle? Tout d'abord, il faut préciser qu'il s'agit d'une interaction liée à la charge électrique. Et la charge électrique peut être positive ou négative. Ainsi, lorsque les charges ont le même signe, ce qu'on a déjà vu avec les protons dans le noyau, les objets qui ont ces charges-là vont se repousser. De la même façon, si deux objets ont des charges de signe opposés, les objets vont s'attirer. Cette interaction électromagnétique va être très présente sur la Terre. De nombreux phénomènes sont expliqués par l'interaction électromagnétique. Je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, tout ce qui est phénomène électrique et magnétique, notamment, là je fais apparaître un moteur électrique, s'explique par l'interaction électromagnétique. Tout ce qui est ondes électromagnétiques, donc le visible que nos yeux captent, mais aussi tout ce qui est l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma, les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, sont liés à cette interaction électromagnétique. Tout ce qui est cohésion de la matière, atomes et molécules, est expliqué ainsi. Donc le noyau, vous vous rappelez, ça c'est l'interaction nucléaire, mais par exemple l'explication pourquoi est-ce que les électrons restent autour du noyau, c'est parce que justement ils ont une charge négative et ils sont attirés par la charge positive due aux protons dans le noyau. De la même façon, les atomes dans une molécule restent liés entre eux par justement un échange d'électrons, et donc cette mise en commun est liée à cette interaction électromagnétique. Et donc la suite logique, c'est lorsqu'on a une réaction chimique, en fait, on modifie justement ces liaisons entre atomes au sein d'une molécule. Donc une réaction chimique, en fait, consiste à modifier cette interaction électromagnétique. À quelle échelle l'interaction gravitationnelle intervient-elle? Tout d'abord, je vais faire le parallèle avec l'interaction électromagnétique. L'interaction électromagnétique mettait en jeu les objets qui avaient une charge. Là, pour l'interaction gravitationnelle, ce sera des objets qui ont une masse. Contrairement aux charges, la masse sera toujours positive. Les charges peuvent être positives ou négatives.
conséquence, l'interaction gravitationnelle sera toujours attractive. Ensuite, elle est de très faible intensité. On aura l'occasion de la comparer avec l'interaction électromagnétique. Elle est très faible par rapport à cette interaction électromagnétique. Ensuite, concrètement, dans quelle situation est-ce qu'on va retrouver cette interaction gravitationnelle? Étant donné qu'elle est très faible, sur Terre, la seule situation où l'interaction gravitationnelle sera sensible, on pourra la percevoir, c'est l'action de la Terre sur tous les objets à sa surface. Donc là, je vous ai mis pour illustrer le principe d'un fil à plomb. Donc le plomb qui est suspendu là par une ficelle va être attiré par la Terre. Donc il va être soumis à ce qu'on appelle son poids, notre P. Et donc cette action sera verticale, ça c'est ce qu'on appelle la direction, le sens vers le bas, et sa norme, c'est m fois g. Ainsi, vous voyez que grâce au poids, la ficelle qui suspend ici le plomb va avoir cette direction verticale, va permettre au maçon de bien construire un mur vertical ici. Ensuite, si on s'éloigne de la Terre, et si on se place dans l'univers, précisément dans le système solaire, l'interprétation du mouvement des planètes autour du Soleil se fait grâce à l'interaction gravitationnelle. En effet, de par sa masse, le Soleil, qui a une masse beaucoup plus grande que les planètes, va exercer une force sur chaque planète, et c'est ça qui permet d'expliquer le mouvement des planètes autour du Soleil. Voici un schéma qui va nous permettre de résumer tout ce que l'on vient de voir sur les interactions fondamentales. Ici, vous avez l'interaction nucléaire qui est représentée par un noyau atomique, l'interaction électromagnétique qui est représentée par une molécule, et l'interaction gravitationnelle qui est représentée par un schéma qui nous montre les planètes du système solaire en orbite autour du Soleil. Alors, pour les comparer, nous allons utiliser deux critères. Le premier, c'est la portée. Pour l'interaction nucléaire, cette portée est très courte, puisque dès qu'on sort du noyau, l'interaction n'est plus présente. Donc, environ, la taille de noyau, c'est 10-14 mètres. Entre 10-14 mètres et 1 mètre, ça va être l'interaction électromagnétique qui va prédominer. Alors, l'interaction électromagnétique a une portée très grande, et on va voir que lorsqu'on est au-delà de 1 mètre, cette interaction-là va disparaître. Et ensuite, au-delà de 1 mètre, c'est uniquement l'interaction gravitationnelle qui est présente, parce que comme pour l'interaction électromagnétique, sa portée est très grande. Deuxième critère, c'est l'intensité. Alors, l'interaction qui a l'intensité la plus grande, c'est l'interaction nucléaire. Elle est suivie par l'interaction électromagnétique, puis par l'interaction gravitationnelle. La différence d'intensité entre l'interaction nucléaire et l'interaction électromagnétique permet d'expliquer pourquoi une réaction nucléaire a libéré beaucoup plus d'énergie qu'une réaction chimique. En effet, une réaction chimique va mettre en jeu une interaction électromagnétique, tandis que la réaction nucléaire va mettre en jeu une interaction nucléaire. Pour finir, posons-nous la question suivante. Pourquoi l'interaction électromagnétique n'est-elle pas présente à l'échelle des planètes? On sait que les charges opposées s'attirent. Donc à grande échelle, en fait, les objets n'ont plus de charge, puisque globalement, il y a autant de charges positives que négatives. C'est pour ça que l'interaction gravitationnelle est la seule présente à grande échelle, puisque celle-là disparaît et est à très courte portée. Elle a une plus grande portée, mais comme il n'y a pas de charge, donc il n'y a plus d'interaction électromagnétique. Quel outil mathématique utilise-t-on pour représenter une force? Donc on va utiliser ce qu'on appelle l'outil vecteur, qui va être très puissant parce qu'il va posséder 4 caractéristiques. Alors pour expliquer ces caractéristiques, je vais prendre un exemple. Vous voyez ici, c'est une raquette de tennis qui est en train de frapper une balle. Donc en physique, on appelle le système l'objet que l'on étudie. Donc ici, l'objet que l'on étudie, c'est la balle de tennis. Et je fais apparaître ici la force que va exercer la raquette sur la balle de tennis. Donc vous voyez, ça se représente ici la force par une flèche. Et là, on donne son nom, donc F, une flèche dessus. Raquette, donc c'est l'objet qui agit sur notre système, la balle. Maintenant, je vais vous faire apparaître les 4 caractéristiques de ce vecteur et donc de cette force. Première caractéristique, c'est son point d'application. Vous voyez, c'est l'endroit où le tamis de la raquette va toucher la balle de tennis. Ensuite, c'est la direction. Alors, il ne faut pas confondre direction et sens. Alors, je vais apparaître les deux. La direction, par exemple ici, la force aura une direction horizontale. Si elle avait été comme ça aurait été verticale ou inclinée, etc. Par contre, on ne précise pas le sens quand on dit la direction. Donc le sens, ça va être, par exemple, je vais dire ici, la force part de la droite et va vers la gauche. Ça, c'est le sens. Et quatrième caractéristique, c'est l'intensité de la force ou la norme du vecteur force qui s'exprime pour une force en newton de symbole N majuscule. Par exemple, ici, je peux dire que la norme de la force est de 100 newtons. Alors notez qu'au-dessus du F, là, il n'y a plus la flèche. Ça veut dire que c'est la norme qu'on exprime qui vaut 100 newtons. Alors l'erreur classique que font les élèves, c'est qu'ils écrivent ceci. Alors ça, je ne veux pas le voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand j'écris le vecteur force ici, il contient 4 informations. Et là, en fait, je le limite à une seule.
Donc c'est faux. Le vecteur force est plus puissant que ça. Il contient cette information, mais aussi celle-là, celle-là et celle-là. Donc ne jamais écrire un vecteur égale une valeur numérique. Quelles sont les expressions des forces gravitationnelles et électrostatiques? En fait, on va les comparer parce que vous allez voir qu'elles ont de nombreuses similitudes. Commençons par la force gravitationnelle. Donc c'est une force attractive entre deux corps, deux objets qui ont une masse. Tous les objets ont une masse, donc chaque fois la force gravitationnelle va être présente. Prenons un schéma qui illustre la situation. Donc un objet 1 ici, caractérisé par sa masse M1, un objet 2 ici, caractérisé par sa masse M2. Ces deux objets sont séparés par une distance d. Et donc, comme la force est attractive, je vais exprimer la force que l'objet 1 exerce sur l'objet 2, ce que veut dire le 1, la flèche 2 ici. Donc la force étant attractive, donc la force sera dirigée vers l'objet 1. Voici l'expression vectorielle de cette force. D'abord, je vais vous faire apparaître ici la valeur de ce qu'on appelle la constante gravitationnelle ici, qui vaut 6,67 10 puissance moins 11 newton fois mètre carré fois kilogramme moins 2. Ensuite, on va commenter le petit u là, donc ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Je le fais apparaître ici. Donc là, par exemple, je le définis ainsi. Et donc, qu'est-ce qu'il nous permet de dire, lui? Il nous permet de donner la direction et le sens de la force que l'objet 1 a exercé sur l'objet 2. Donc vous voyez que les U et F ont la même direction, mais par contre sont de sens opposé, d'où le signe moins qui apparaît ici. Donc U, ce qu'on appelle un vecteur unitaire, c'est-à-dire que sa norme vaut 1. Lorsqu'on calcule la norme de la force, U n'a pas d'influence. Par contre, il nous permet de donner la direction et le sens de la force. Alors maintenant, on va étudier l'influence des paramètres sur l'intensité de cette force gravitationnelle. Vous voyez que les deux masses apparaissent ici, donc plus les objets auront une masse importante, plus la force sera intense. Et plus ils seront éloignés, c'est-à-dire plus D sera grand, plus la force sera faible. Donc dit autrement, la force gravitationnelle est intense lorsque les masses sont importantes et lorsque la distance est faible. Alors maintenant, nous allons passer à la force électrostatique. Alors tout d'abord, une petite parenthèse, électrostatique veut dire que les charges sont statiques, immobiles. L'interaction électromagnétique, c'est plus large, notamment ça inclut le mouvement des charges, notamment le courant électrique, c'est dû à un déplacement de charge, donc ça appartient aux interactions électromagnétiques. Mais nous, là, on va étudier uniquement les forces électrostatiques, c'est lorsque les charges sont immobiles. Donc cette force va être attractive ou répulsive en fonction du signe des charges, et donc elle s'exerce uniquement sur les objets qui ont une charge électrique. Prenons un exemple où les deux objets que l'on va étudier ont le même signe de charge. Donc, on a l'objet 1 ici avec sa charge Q1, l'objet 2 ici avec sa charge Q2. Et donc, comme ils ont le même signe, la force que va exercer l'objet 1 sur l'objet 2 sera de manière à repousser l'objet 2 par rapport à l'objet 1. Donc, dans ce sens-là. Et donc, voici l'expression de la force électrostatique. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. On retrouve une constante, donc qui n'a pas la même valeur, mais c'est le même principe, donc qui vaut ici 8,99 10 puissance 9 newton fois mètre carré fois coulomb moins 2. Donc vous voyez, tout à l'heure on avait comparé les intensités, donc on le retrouve ici, vous voyez, là on a 10 puissance 9, là on a 10 puissance moins 11. Donc beaucoup plus intense la force électrostatique que la force gravitationnelle. Ensuite, on a le produit des charges, à la place du produit des masses, et de nouveau la distance au carré qui les sépare. De nouveau notre vecteur unitaire, là vous voyez bien que U et F ont toujours la même direction, mais ont aussi le même sens. C'est pour ça qu'il n'y a pas de signe moins ici. Qu'est-ce qu'un champ de force? Pour répondre à cette question, nous allons prendre l'exemple du mouvement de la Lune autour de la Terre. Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? Parce qu'elle est attirée par la Terre. Donc là, je vous fais apparaître la force que la Terre exerce sur la Lune. À présent, nous allons distinguer les deux objets. On va appeler l'objet 1, donc la Terre, c'est l'objet qui génère la force. Et l'objet 2, c'est la Lune qui subit la force. Et maintenant, je vous fais apparaître ce qu'on appelle le champ de gravitation terrestre. En fait, je le fais apparaître là, vous voyez, c'est superposé sur le vecteur F, mais pas de même intensité. Je peux le faire apparaître sur une deuxième position où se trouverait la Lune, mais aussi sur une position où il n'y a pas la Lune. Pourquoi? En fait, un champ de force va nous permettre de décrire l'effet d'un objet, celui qui génère la force, pour notre exemple ici la Terre, dans l'espace, indépendamment des objets présents. C'est-à-dire c'est vrai si la Lune est présente, mais c'est aussi vrai, c'est aussi présent si l'objet n'est pas là. Voilà la représentation du champ de gravitation terrestre autour de la Terre. Toutes les flèches que vous voyez en noir là correspondaient aux flèches rouges qui étaient présentes ici. On voit que toutes les flèches sont dirigées vers la Terre, donc le champ il est bien attractif, et la norme des flèches est d'autant plus grande qu'on se trouve proche de la Terre. Donc là il y a une grande flèche, une petite flèche. Voilà donc la représentation du champ de gravitation terrestre. Quelles sont les expressions des champs gravitationnels et électrostatiques?
commençons par le champ gravitationnel. Reprenons l'expression de la force gravitationnelle qu'on a vue juste avant et je fais apparaître ici le champ gravitationnel en disant que c'est m2 fois g, puisqu'en fait c'est l'objet de masse m2 qui va subir ce champ. Comme je veux l'expression de g, je dis que g c'est la force gravitationnelle que divise m2. Donc si on divise cette expression là par m2, il va nous rester moins g m1 sur d carré fois u, le vecteur unitaire. Donc voilà la représentation du champ gravitationnel avec le vecteur u, dans ce sens-là, d'où le signe moins ici. De la même façon, si j'applique le même raisonnement pour le champ électrostatique, donc voici la force électrostatique, et je dis que c'est égal à Q2 fois E, Q2 étant la charge de l'objet qui est soumis au champ E, j'exprime le champ électrique en divisant la force électrostatique par Q2, et donc j'obtiens cette expression-là, K, Q1 sur D carré fois U. Donc voilà le champ électrostatique généré par une charge positive, ça serait la charge Q1 qui apparaît ici. Comment représente-t-on un champ de force dans l'espace? Donc voici de nouveau le champ gravitationnel généré par la Terre. Donc les flèches que vous voyez apparaître ici là représentent le vecteur champ, G. En bleu, je vous fais apparaître ce qu'on appelle les lignes équipotentielles. Donc en fait, ici ce sont des cercles centrés autour de la Terre. En fait, sur ces lignes-là, la norme du champ gravitationnel est constant. Donc en fait, plus je m'éloigne, vous vous rappelez, plus le champ est petit, et donc chaque cercle correspond à une ligne équipotentielle. Maintenant en vert, vous voyez ce qu'on appelle les lignes de champ. En fait, ces lignes de champ vont être tangents au vecteur champ. Vous voyez, sur le vecteur champ là, chaque fois ligne de champ passe dessus. Et alors il existe une propriété entre les lignes équipotentielles et les lignes de champ, ces deux lignes sont toujours perpendiculaires. Dans quelle situation a-t-on des champs uniformes? Tout d'abord, intéressons-nous au champ gravitationnel et plaçons-nous à la surface de la Terre. En fait, lorsqu'on est à la surface de la Terre, on est soumis à un champ gravitationnel constant ou uniforme. En fait, vous voyez, tous les vecteurs qui sont représentés ici ont la même direction, même sens et même intensité ou même norme. On dit que le champ gravitationnel à la surface de la Terre est uniforme et son intensité est d'environ 9,8 newtons par kilogramme. Deuxième exemple pour un champ électrostatique. Donc là, on va prendre un circuit électrique ou électronique constitué d'un générateur de tension ici qui va imposer une tension U. Le générateur va être relié à un condensateur, ce que vous voyez ici. Un condensateur, alors on appelle ce qu'on appelle les armatures, sont les deux plaques qui sont situées de part et d'autre du condensateur, et au milieu il y a un vide. Donc les charges électriques ne vont pas pouvoir traverser le condensateur, et donc elles vont s'accumuler de part et d'autre des armatures. Alors l'armature ici rouge reliée à la borne plus va se charger positivement et l'armature négative ici reliée à la borne moyenne va se charger négativement. Et donc cette accumulation de charge va générer un champ électrique qui lui aussi, comme le champ gravitationnel ici, va être constant. Même direction, même sens, même norme. Alors si j'appelle D la distance qui sépare les armatures et U la tension imposée aux bornes du condensateur, voici l'expression de la norme du champ électrostatique, c'est le rapport de la tension que divise la distance. Alors au niveau des unités, la tension s'exprime en volts, la distance en mètres, et donc le champ électrostatique va s'exprimer en volts par mètre. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante: quel est le point commun entre ces deux situations? La première situation, vous vous rappelez, c'était une personne qui effectuait un plongeon. La deuxième situation, c'était le mouvement de la Lune autour de la Terre. Celui qui a donné la réponse à cette question, c'est Isaac Newton en 1687. Qu'est-ce qu'il a fait pour trouver la réponse? Il a imaginé une expérience de pensée qui est dessinée ici. Il s'est dit, imaginons que je puisse mettre un canon au sommet d'une montagne et qu'avec ce canon, je tire donc des boulets. Si au début la vitesse est relativement faible, eh bien, le boulet va retomber à la surface de la Terre. Si j'augmente la vitesse du boulet, le boulet va tomber plus loin, mais là aussi il va retomber, etc. Et si la vitesse du boulet est suffisamment grande, le boulet va se mettre en orbite autour de la Terre, c'est-à-dire qu'il sera attiré par la Terre, mais à cause ou grâce à sa vitesse, il ne va pas tomber et il va revenir au point où il est parti ici. Donc dit autrement, le boulet est mis en orbite. Et c'est ce qui se passe avec la Lune. La Lune est attirée par la Terre, mais grâce à sa vitesse initiale, elle reste en orbite autour de la Terre. Donc conclusion, que ce soit une personne qui saute à la surface de la Terre ou la Lune qui tourne sur la Terre, ces deux objets, ces deux personnes sont soumis à la même loi, c'est la loi de la gravitation universelle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite de bon vent les scientifiques. Allez, va-t'en et ne reviens jamais.